Bonjour et bienvenue sur Police Soutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous revoici aujourd'hui avec Cybèle l'Espérance pour la seconde partie de son entretien. Si vous êtes tombé directement sur cette seconde partie, je vous invite à écouter d'abord l'entretien précédent, qui inclut le début de notre échange. Nous avons quitté Cybèle dans un moment où elle découvrait à la fois son activité de TDS et la pratique de la polyamorie. Nous la retrouvons maintenant en France, dans un moment où elle se questionne sur son avenir dans le travail du sexe, et alors qu'elle commence tout juste à prendre ses marques en Europe. Si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon, et vous pouvez bien entendu me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Je laisse maintenant la place à Cybèle. Restez à l'écoute. Donc du coup, même si tu pars seulement en 2016 pour la France, tu as fait des allers-retours en France, si j'ai bien compris. Oui, et à l'époque, je tapinais pas quand j'étais en Europe, c'était exclusivement au Canada, donc j'ai pris ma retraite symboliquement quelques fois. Il y a 2 fois où j'ai dit je quitte le travail du sexe et je ne reviens pas, mais en fait j'y suis revenue parce que c'était quand même j'avais découvert quelque chose qui me plaisait, qui était assez facile à faire pour moi en tout cas, avec peu de fonds. Je revenais, rapidement je pouvais retrouver un lieu de vie et du boulot, donc c'est très sécurisant pour moi. Mais je voulais pas le faire à l'étranger. Pour moi, je distinguais vraiment le voyage. J'avais une double vie, ça c'est sûr, parce qu'en plus j'étais connue dans le milieu du voyage. J'étais devenue blogueuse voyage, conférencière, machin, surtout avec ce rallye de vélo et tout. Donc j'étais très visible d'un côté. Et de l'autre côté, j'avais ma double vie de travailleuse du sexe qui existait avec une autre communauté. Et progressivement, en fait, j'ai abandonné la vie de voyageuse et je me suis plus dévouée à la vie de travailleuse du sexe. Après, quand j'ai immigré, donc j'ai immigré par mariage. Nous, on a fini par se marier donc en 2016, après s'être rencontrés en 2014. Et donc, il fallait émigrer. Et là, j'ai pas eu de papier pendant une année. On a décidé aussi à l'époque, moi, je voulais devenir écrivaine. Et donc, j'écrivais. J'avais déjà quelques bouquins à mon actif. Mais du coup, je faisais plus le travail du sexe. Je vivais un peu en dépendance de mon mari. Je donnais des cours d'anglais. J'avais pas de papier. Donc, j'ai arrêté pendant 1 an et demi à cette époque-là. Et j'ai vécu en France avec lui. Bon, on est toujours ensemble. Hein. Et on avait même fait un moratoire sur le polyamour parce qu'il faut savoir que mon mari n'est pas polyamoureux. C'était pas un univers sur lequel il se voyait construire une relation. Et par contre, c'est ce qui a fait que notre relation a pu exister et se déployer. Parce que c'était très difficile nos débuts à distance et tout ça. Et lui de s'engager ou pas de s'engager, voilà. Est-ce qu'il essaie juste de m'épouser pour les papiers? Est-ce qu'on a une vraie relation? Est-ce que je suis aimable? Voilà, toutes les insécurités qui viennent. Et il y en avait pas mal de son côté. Et finalement, si j'avais pas eu moi des histoires à côté où je recevais de l'amour assez clairement, je serais pas restée en fait dans cette relation. Donc ça a été quand même un pivot. Le fait que lui ne soit pas polyamoureux, mais moi je le sois, a permis quand même à la relation de se former et de subsister et de devenir ce qu'elle est maintenant. Et donc j'étais capable de faire une pause, de dire ok, on va un moratoire le temps que tu explores, etc. Mais c'était pas, je voulais pas devenir monogame, quoi. Les gens me disaient, quoi, t'es nomade, là tu vas te marier, t'es nomade et polyamoureuse, tu vas devenir monogame et sédentaire. Non mais ça va pas. On se marie pas pour être une personne complètement différente en fait. Moi j'avais besoin que ce soit un des cadres de la relation, de la façon dont qu'on puisse se parler, que je puisse avoir d'autres relations à côté. Et lui, il est libre de le faire, hein. C'est juste que ça fait pas partie du tout de ses besoins. Et donc, notre relation était fondée sur cette ouverture, sur les valeurs qui viennent avec le « ok, faut gérer tout ça ». Mais la première année où j'ai vécu en France, je l'ai pas exploité. J'ai fini par vouloir le faire, quoi. C'était c'était un peu difficile pour moi de rester juste dans un cadre monogame, quoi, dans ce contexte-là. T'as besoin qu'il me retrouve quelque part. Puis au début, tu avais toute la phase de NR dans laquelle tu voyais que lui, donc ça a dû être une période qui forcément permet d'être plus facilement monogame temporairement. Puis une fois qu'elle s'épuise, là, ça... Oui et non en plus parce que moi j'avais envie de voyager, mais j'étais sans papier pendant un petit moment. Donc quand tu voyageais en autostop, si tu te fais contrôler et que t'as pas de droit de séjour, même si t'es marié, tu peux quand même te retrouver en centre de rétention, te faire déporter. Donc ça, c'était un risque qui était là. Donc je voyageais moins qu'en temps normal. J'avais pas de revenus, donc j'étais dépendante financièrement, donc je sortais quasiment pas. Lui bossait à temps plein, donc je faisais un peu la madame au foyer qui fait tout le travail
de faire du ménage, voilà. J'étais pas accomplie en fait dans ce que je faisais et je m'ennuyais à un moment de femme au foyer juste comme ça. Et un autre trait particulier de l'époque, c'est que j'ai des douleurs chroniques qui sont apparues à partir de 2014 et au fur et à mesure que j'avais ces douleurs, c'est devenu plus difficile de me concentrer pour écrire. Et donc l'écriture comme moyen de revenu à terme est devenu de moins en moins tangible pour moi. Et voilà, j'avais tellement mal, je suis devenue déprimée et j'ai commencé à plonger. J'avais peur d'aller faire du sport parce que j'étais sans papier, j'avais pas de sécu. Donc j'avais peur de me casser une jambe. En fait, voilà, tout ça, ça me maintenait beaucoup à la maison dans un contexte compliqué. Et là, je commençais à avoir besoin de rencontrer des gens. Et moi, quand je rencontre des gens, je tombe amoureuse des fois. Donc voilà, c'est devenu important pour moi de bouger. Et puis voilà, j'ai eu une relation qui était à Toulouse. J'y allais un peu en autostop, toujours un peu peur de me faire prendre, de me faire contrôler par les policiers. Donc très très prudente dans ma façon de faire du stop aussi, pas attirer l'attention. Et donc, tant que c'était à l'étranger, hein, c'est un peu comme la règle des 100 km. Hein, en polyamour, des fois, il y a des gens qui commencent des relations ouvertes avec ce genre de contexte-là. Tant qu'il n'est pas à côté de chez nous, ça va, parce que je ne serai pas confrontée au moment où tu vas partir pour aller le voir. Là, toi, tu pars à Toulouse, tu vas voir des potes, pour moi, tu es à Toulouse. Et pour lui, pour mon mari, ça, c'était envisageable. C'est comme si j'étais au Canada et que je voyais des gens. Mais si c'était à la maison, dans notre ville ou dans notre région, là, il serait confronté à ces insécurités. Et donc, ça, il y avait un moratoire sur ce genre de relation-là. Comment ça se passe, ce que tu appelles un moratoire? Tu peux me décrire un petit peu? Ce que ça veut dire, c'est surtout que si moi, j'ai très envie de le faire, je vais pas le faire. Je vais m'empêcher de vivre ça. Donc, je vais couper court de façon assez rationnelle au développement d'une relation extérieure. Je vais me permettre de ressentir ce que je ressens. Ça, voilà, je me sens plus coupable à ce moment-là d'avoir des sentiments pour l'un pendant que je suis encore avec l'autre. Je me sens pas obligée de quitter quelqu'un. Voilà. Mais par contre, justement, je vais pas nourrir la relation non plus. Je vais me dire, voilà, je l'aime et puis c'est comme ça et j'espère que ça va être une personne heureuse dans sa vie. Mais je vais pas développer de relation ou avoir un côté charnel, entretenir. Je vais l'admirer de loin, on va dire. C'est comme ça le moratoire. Et quand tu vivais ce genre d'émotion pour quelqu'un d'autre, est-ce que dans cette période pendant laquelle tu t'interdisais de les vivre, est-ce que malgré tout tu lui en parlais? Est-ce que tu lui disais, tiens, là, j'ai ressenti quelque chose pour telle personne? Oui, pour moi c'était important. Tu arrives en France, il y a cette période de moratoire. Combien de temps tu restes en moratoire avant de reprendre une relation? Ça a été au moins une bonne année, je pense, parce que j'étais sans pape pendant 1 an. Et après, je suis retournée au Canada. Je suis retournée voir ma colocataire de l'époque, ma dernière colocataire avec qui je m'entendais très bien. Et on avait acheté une voiture ensemble et on s'occupait, voilà, je me suis fait une petite sœur adoptive aussi au Canada, une meuf que j'ai pris dans ma famille, de la même façon que moi j'avais été acceptée dans des familles d'autrui en étant plus jeune et en rupture familiale. Et donc on se retrouve à avoir une voiture à 3 avec mon ancienne colocataire avec qui je suis restée amie alors que je pensais pas qu'on allait nécessairement demeurer amies. Et là, on est ensemble avec cette voiture qui tombe en panne. Et quand on essaye d'aller faire réparer, les gens nous voient comme un couple. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait un petit peu comme un couple. On a donc vécu, on a fait des road trips et tout, et elle dit, quand je suis avec toi, les gens me parlent pas de la même façon. Et elle était très femme, et moi, à l'époque, j'étais plus butch. J'avais une apparence, voilà, j'avais une coupe de cheveux vraiment très typique lesbienne, quoi. Tout rasé en dessous, bien bleu et tout. Et donc les gens nous lisaient comme un couple lesbien et en fait on s'est un peu lancé dans notre relation d'amitié est devenue un peu amoureuse et un peu sexuelle, donc on s'est retrouvés à vivre. J'ai vécu cette relation donc avec ma meuf maintenant que je l'appelle et qui est donc amie, amante, ancienne coloc, amoureuse, des fois moins amoureuse, des fois plus amoureuse. Et je continue à l'appeler ma meuf, c'est ma meuf, quoi. Et comme ça dit aux gens à qui j'en parle que je suis bi et que je suis polyamoureuse. Et ça évite d'avoir à donner des étiquettes claires de ce que c'est. Ça dit ce que c'est au plus intense. Et donc, cette personne-là au Canada est encore une personne significative dans ma vie amoureuse, dans mon polycule. Et je suis revenue avec des papiers, pour le coup. Là, j'avais mon visa long séjour, valide de séjour. Et ensuite, j'ai eu ma résidence, carte de 1 an, carte de 2 ans.
Et quand j'ai été avec des papiers, donc on était en fin 2017, et moi j'ai repris le travail du sexe à l'été 2018, en retour de l'été 2018, dans le contexte de l'accompagnement sexuel des personnes handicapées, parce que des gens savaient que j'avais été TDS, j'en parlais librement, et on commençait à me parler, oui, on connaît une personne handicapée, on sait pas trop comment, on s'est retrouvé dans ce milieu, machin. Et moi je me suis proposée, et je suis allée me faire former par une association sur l'accompagnement sexuel en France. Et c'était une façon de dire, je vais apprendre le contexte légal français. Si je reprends le travail du sexe ici, pour personnes handicapées ou pas, au moins je saurai dans quel milieu je mets les pieds. Je connaîtrai les risques légaux pour moi, pour mon partenaire, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai repris le travail du sexe, en ayant ma petite meuf au Canada et mon mari en France. On est en 2018 à ce moment-là. Je voulais savoir un petit peu que tu peux me raconter sur cette période de formation pour devenir aidante sexuelle. Tu me diras si le vocabulaire est bon. Comment se passe cette formation? Quels sont les conseils que tu reçois? Alors, il y a la partie administrative, mais je voulais aussi savoir si tu avais des conseils qui t'ont été donnés vraiment d'un point de vue pratique pour comment faire avec la personne. Alors déjà, moi, je me retrouve donc dans un groupe de 12 personnes à peu près, et on est 2 personnes seulement à avoir déjà exercé des formes de travail sexuel. Donc l'autre personne avait déjà commencé à faire des rencontres tarifées avec des personnes handicapées, pas avec des personnes non handicapées. Et moi, j'avais vu une personne, mais par contre, j'avais l'habitude, dans mon expérience du travail du sexe avant, de rencontrer des gens avec des besoins particuliers. Et à l'époque, j'étais juste très cristallisée sur le handicap physique. Ah, je ne connais pas, j'ai peur de mal faire, avec les préjugés que tout le monde peut avoir, hein, des fois un petit peu misérabilistes aussi, à pas connaître le milieu du handicap en France, etc. Et donc moi je me retrouve dans cette formation avec Marcel Nuss, Marcel et Gilles Nuss, des fondateurs de la PAS, un peu connus dans ce genre de milieu. Et c'est intéressant parce que moi je suis déjà travailleuse du sexe depuis, c'est-à-dire je l'ai été à ce moment-là, 6 ans, 7 ans. Donc j'étais déjà assez versée sur la gestion des relations, le cadre, la sécurité, ces choses-là. Et même au niveau de la loi est très similaire en France d'au Canada. Elle est juste appliquée d'une façon différente. Et l'infraction de proxénétisme ici qui est beaucoup plus large aussi, et qui inclut toute personne bénévole. Et donc la PAS, cette association qui fait des mises en relation, est bénévole dans la mise en relation des personnes handicapées et des personnes formées, et est donc proxénète dans cette histoire. Et après, pour les aspects plus concrets, il y avait beaucoup de questions de qui je suis, pourquoi je fais ça, et de la sexologie appliquée ou de la psychologie. Moi, j'avais une partie de la formation qui était un peu frustrante. Il faut dire que maintenant, je participe aux formations de la PAS. Hein. Je témoigne chaque année. D'ailleurs, je témoigne demain sur la formation. Ils sont en train d'avoir une formation au moment où on enregistre. Et je témoigne. Mais à l'époque, c'était, il y avait une dame qui venait de Suisse, qui elle avait fait comme moi 10 ans de TDS et quelques années vraiment plus spécialisée sur le handicap et qui parlait de sa réalité. Et je trouvais ça génial parce que moi, ça ressemblait à ce qui était mon processus. Alors que on avait Monsieur Nuss qui disait, c'est surtout pas de la prostitution, qui faisait une grosse différence entre le handicap et pas le handicap. Et tout le monde était convaincu de pas être des travailleuses du sexe parce qu'elles voyaient des personnes handicapées et que c'était pas du tout la même chose. Moi, je trouvais ça assez loufoque en tant que personne qui avait de l'expérience. Je trouvais ça très caricatural aussi. Je suis plutôt d'accord. Voilà. Ça fait un peu personnes qui sont dans le déni, quoi. Oui, il y a un peu ça. Et je pense que malheureusement, en tout cas à l'époque, c'était... C'est encore des discussions que j'ai souvent entendues entre personnes accompagnantes sexuelles, ne serait-ce que l'usage du mot client pour parler d'une personne qu'on voit. On peut dire bénéficiaire, mais on peut dire client, et voilà. Il y a tous ces questionnements-là ah non, je trouve que ça fait trop de travail quand même. Et après, tu les entends dire, ah oui, je me suis un peu professionnalisée. Oui, on essaie d'être. Donc, c'est pas un travail, mais tu t'es professionnalisé. Tu vois qu'il y a quand même, il y a des points de friction un petit peu à l'intérieur et moi, je préférais vraiment être super claire. Non, de toute façon, on est sur le cadre légal du travail du sexe. Mais ça vient de conception du travail sexuel comme étant juste du cul, par exemple. Juste un service sexuel d'hommes horribles. Alors, c'est pas forcément comme ça que c'est formulé par les gens, mais on imagine le client comme un peu un pervers qui vient assouvir sur des meufs qui n'ont pas envie d'être là. Et donc, la grande diversité du travail sexuel, avec autant des meufs dans la rue qui parfois entretiennent des relations très longues avec des clients et les accompagnent dans des portions de leur vie, écoutent des confidences, comme des escortes de luxe qui ne font que donner des services sans s'impliquer émotionnellement. Voilà. Il y a de tout, en fait. C'est un univers extrêmement divers. Mais cette volonté de s'en distinguer à tout prix, c'est une forme de putarchie, une hiérarchisation des différents types de travail du sexe. Elle se trouve beaucoup dans l'accompagnement sexuel. Les personnes ne s'identifiaient pas du tout
au travail sexuel dans leur travail. Et moi, à ce moment-là, il y a un des formateurs, Fabrice, qui est toujours accompagnant sexuel maintenant, qui m'a parlé du STRAS, le syndicat du travail sexuel, en disant, moi, je suis prostituée, je vais quand même pas me cacher, et ces gens-là défendent nos droits, donc j'ai adhéré. Et j'ai fini par adhérer moi-même au STRAS, et je me suis retrouvée un peu catapultée dans des événements de la communauté travailleurs du sexe en France. Ça m'a développé vraiment une passion, et vraiment tout ce qui restait d'intérêt pour le secteur du voyage, j'ai déconnecté, et je me suis retrouvée à faire un nouveau voyage dans une nouvelle communauté avec des gens qui vivaient des choses très variées, surtout parce que là, je me suis mis à avoir plein de clients en situation de handicap. Et c'était extrêmement diversifié, c'était ça qui était génial. Tu as besoin de ta créativité sexuelle quand le corps fonctionne pas de la même façon. Et l'hétéronormativité, finalement, elle peut pas s'appliquer au corps handicapé de la même façon. En fait, elle essaye de le faire, mais ils ont d'autant plus des raisons d'essayer d'en sortir. Il faut que tu pénètres pour être un homme, il faut que tu sois pénétré pour être une femme, etc. On n'est pas dans ces mêmes... Quand on en sort, on est mieux, en fait. Vraiment, très clairement, il y a beaucoup de bénéfices à en sortir quand on est en situation de handicap. Et moi, ça m'a bouleversé pas mal de trucs dans des réflexions sur la sexualité queer, sur le handicap, sur le rapport au corps, sur le corps handicapé dans la société, sur le travail du sexe, le sens que ça a, etc. C'était très fertile, j'ai fait plein de rencontres assez géniales et plein d'explorations sexuelles dans ces contextes-là qui étaient géniales. Tu t'es lancé dans cette activité d'escorting. Tu as plus axé cette fois-ci ou en vrai c'était déjà le cas avant d'axer sur le fait d'être aidant sexuel? Alors, je dirais pas aidant, mais en tout cas de pouvoir accueillir des personnes handicapées. Alors oui, dès que je suis revenue, déjà, l'association m'envoyait des personnes qui faisaient des demandes pour l'accompagnement sexuel. Donc, c'est des personnes qui étaient en situation de handicap et il y avait cette idée qu'on les accompagne vers quelque chose. Et en faisant ce travail, j'ai réactivé mon site d'escorte de l'époque. J'ai adapté pour la France. J'ai regardé comment fonctionnaient les gens, etc. Moi, je fonctionnais que par mail. Jamais pour le jour même, je commençais à être militante, mon agenda était assez occupé, etc. Fallait plutôt me prendre d'avance. Et en général, c'était pour des personnes en déplacement, parce que je n'avais pas de lieu de réception, et donc les personnes devaient pouvoir m'accueillir soit chez elles. Alors s'ils sont célibataires et vivant seuls, ça passe bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc je me déplaçais sur 4 départements pour aller voir des personnes en situation de handicap. Il n'y avait pas beaucoup d'accompagnantes sexuelles dans ma région, de formés. Donc en 2018 et 2020, donc avant le Covid, c'est ce que j'ai fait, et ce qui s'est retrouvé d'ailleurs sur France 3 dans un reportage qui a fait pas mal de buzz parce qu'on me voit avec des clients en situation de handicap. Et ça m'a donné une vue, j'ai été vue énormément, quoi. Ça a changé pas mal ma vie parce que j'étais pas out partout et maintenant je suis out partout. Tout le monde me connaît sous Cybèle, même dans ma vie privée, la plupart des gens me connaissent sous le nom de Cybèle maintenant parce que c'est tellement devenu public à l'époque. Et j'ai changé de nom de travail. Mais bon, bref, à l'époque, j'avais peut-être 50% de ma clientèle qui était en situation de handicap. Pas forcément visible, pas forcément en institution, quoi que ce soit, mais 50%. Et la plupart des personnes, je les voyais plusieurs fois. Moi, j'ai toujours une clientèle assez qui revient régulièrement. Et 50% pas en situation de handicap. Maintenant, on est plus à du 20-80. J'ai plus de personnes qui sont pas en situation de handicap qui viennent ici. Qui viennent dans mon lieu de réception parce que j'ai acheté un logement pour pouvoir y exercer et qui est accessible handicapé. Mais il faut déjà pouvoir se déplacer et se rendre. Et ça demande donc une grosse logistique. Et donc, j'ai moins de personnes vraiment en situation de handicap qui viennent. Par contre, des personnes avec des besoins particuliers. Et ça, pour moi, c'est quand même... C'est pas le handicap qui fait le besoin. Tu peux être handicapé, avoir envie de baiser, et de ramoner, de juste jouir, quoi. T'as pas nécessairement besoin d'un accompagnement. Et sinon, moi, j'ai quand même, depuis mes tout débuts, cette démarche d'accompagnement des personnes qui ont des problématiques avec la sexualité, que ce soit, voilà, tu jouis trop vite, tu bandes pas, tu as jamais eu de relation, tu veux vivre ta première fois, voilà. J'ai eu une première fois hier, d'ailleurs. Le mec, il a fait 4 heures de route, tu vois, je suis toujours extrêmement touchée par ces profils, des personnes qui essayent de changer un peu leur vie. Il n'y avait pas de handicap visible, par contre, il avait des traumas. Donc, ce sont des choses avec lesquelles je compose dans ma façon d'exercer. Donc là, on est à peu près en quelle année là? On est en 2018 aux dernières nouvelles. Et oui. Cette activité, de toute façon, tu l'as jamais arrêtée. Donc ça va jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai repris en 2018, je l'ai jamais réarrêté. J'ai juste oscillé un peu plus, parfois des périodes plus handicap, des périodes moins handicap. J'ai amélioré mes conditions de travail quand j'ai pu acheter un appartement. Il y a eu la pandémie qui est passée par là et qui m'a énormément politisée, qui m'a fait m'impliquer. Il y a eu le reportage de France 3 qui a été énormément vu, qui m'a rendu très public. Donc ces choses-là sont arrivées en 2020.
Donc je me suis beaucoup impliquée au syndicat du travail sexuel à partir de 2019-2020. Et le travail du sexe, bon, c'était, j'avais un temps partiel, quoi. Je faisais un SMIC à peu près, parce que je faisais assez peu de rencontres en tout. J'avais un agenda extrêmement chargé. L'idée, c'était de travailler, pas trop, mais de travailler pour pouvoir subventionner le reste de ma vie, me donner un peu de sécurité et faire autre chose, quoi. Et j'ai toujours été très passionnée des choses que je faisais, donc je m'impliquais beaucoup. Et je fais une blague un peu qui se dit très bien en français québécois. Je travaillais pas parce que j'avais trop d'ouvrages. Ça vient d'une pièce de théâtre féministe des années 70 au Québec qui dit « Maman travaille pas, elle a trop d'ouvrages ». C'était à l'époque pour réclamer un salaire pour le travail ménager des femmes. Et donc oui, elles n'avaient pas de taf, parce que de toute façon elles étaient toujours occupées, elles faisaient toujours beaucoup de travail. Et donc effectivement, moi j'ai trop de travail pour travailler, et c'est un peu comme ça que je concevais. Et le travail du sexe, c'est bien payé rapidement, donc quand on arrive à bien l'exercer dans des bonnes conditions, ça peut être quand même bien pour pouvoir faire autre chose. C'est un taf alimentaire qui finalement peut être bien vécu et pas obligé de devenir un puits sans fond ou quelque chose de malsain ou quoi que ce soit. Et à l'époque, je tenais pas à faire beaucoup d'argent, je voulais en faire assez pour vivre et économiser pour acheter un logement pour ne plus avoir à me déplacer tout le temps. Moi-même, je suis handicapée par les douleurs chroniques qui ont progressé depuis et donc qui font qu'il y a des journées, voire des semaines où j'arrive pas à bien travailler. Mais au moins, maintenant que j'ai un lieu où je peux recevoir, je peux travailler plus intensément et aussi mes tarifs peuvent être un peu plus élevés parce que les gens n'ont pas à payer la chambre d'hôtel, ce qui était le cas avant. Donc ces choses-là ont changé un petit peu au fil des dernières années, on va dire. Avoir un local, ça te permet également de ne pas avoir le problème d'avoir quelqu'un qui te loue un logement et qui donc va être accusé de proxénétisme. À moins qu'ils accusent aussi la banque de te faire un prêt et de tirer donc un profit, mais j'espère qu'on n'en est pas là. Il n'y a pas vraiment des banques condamnées pour proxénétisme. Par contre, elles vont elles-mêmes essayer de virer. Elles veulent pas être associées à ces activités-là. Donc, c'est le risque d'être out, d'être connu comme personne qui fait cette activité, c'est qu'on peut subir des discriminations bancaires, institutionnelles. Et effectivement, l'agence immobilière, le constructeur aurait dû, s'il savait que j'étais travailleuse du sexe et j'avais l'intention de travailler dans ce bâtiment, aurait dû refuser la vente. On en est là en termes de définition large du proxénétisme. Donc, il a fallu que sur le contrat notarié, j'indique une autre profession. C'était un peu compliqué. Mais effectivement, je ne voulais pas être locataire de mon lieu de travail dans un contexte où il y a autant de répression des propriétaires. Et donc, ça m'aurait mis un peu plus à la merci des violences de d'autres personnes qui auraient pu vouloir me faire du chantage, etc. Donc, vu que j'étais avec mon conjoint, j'avais un toit sur la tête, j'étais en sécurité financière, ce qui m'a permis ensuite, moi, de préparer la sécurité de la suite, parce que là, voilà, j'ai immigré à 37 ans, j'ai pas de retraite qui est construite ici, du coup, et comme j'étais nomade et SDF assez longtemps, même au Canada, comme je dis, j'ai $5 par mois, quand je prendrai ma retraite, je pourrais solliciter. Bon, $5 par mois, je crois que ce sera 60 centimes maintenant, donc il faut que je construise aussi cette stabilité. Et un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est que, maintenant, j'ai des gens, je dis pas j'ai une famille à charge, mais voilà, j'ai ma petite sœur, au Québec, j'ai des gens que j'aime beaucoup et j'avais pris un certain plaisir à pouvoir être généreuse lorsque j'en avais envie, contribuer à ma famille. Il faut savoir que je veux pas de gamin, mais je considère que j'ai une famille choisie, un peu comme on dit dans les milieux queer aussi. Cette famille, j'avais envie de pouvoir la gâter quand j'ai envie de la gâter, ce qui est complètement illégal, hein. Ils n'ont pas le droit de recevoir mon argent. Je vais revenir un petit peu en arrière pour te demander si ton compagnon, s'il était au courant de ton activité de TDS lorsque vous vous êtes rencontrés. Et puis comment s'est passée la reprise, puisque tu avais arrêté. Comment ça s'est passé la reprise pour lui, qui je crois est arrivé au moment où tu te relançais aussi d'un point de vue poly. Alors le poly avait continué d'exister à distance. Donc là la question c'était plutôt est-ce que dans le quotidien est-ce que localement je peux avoir des relations, maintenir des relations. Faut savoir que j'ai pas de voiture, on n'a pas de voiture ni l'un ni l'autre. Mon mari alors quand je me suis relancée, je pense qu'il avait compris que c'était quelque chose d'important pour moi. Il avait peur pour moi. Il avait peur que la France, tu sais, c'est tellement différent du Québec. En tout cas, c'est la représentation que les gens en ont. Parce qu'au Québec, c'est tellement mieux tout le temps. Mais c'est pas tout à fait le cas. C'est différent, effectivement. Il y a des éléments culturels différents. Je rencontre des gens, quand je leur dis que je suis polyamoureuse, ils disent « Ah, c'est vrai, t'es québécoise ». Mais en fait, non, la majorité des gens au Québec ne sont pas polyamoureux. D'ailleurs, le mot ménage à trois, c'est un mot que pour tout le monde, il vient de France, à l'étranger, tu vois. Donc, c'est les représentations qu'on a de « Ah, dans cette culture-là, ça passe beaucoup mieux que dans la mienne, parce que vous êtes vachement plus progressiste ». Ça peut être vrai, mais ça peut être plus compliqué que ça, en fait.
Et donc, à l'époque, il avait cette crainte-là. Et quand je me suis relancée en ayant suivi la formation de la PASS, au début, je mettais énormément de soins autour de lui pour voir comment il se sentait et tout. Et en fait, lui, il avait surtout peur que moi, je me sente mal. Et donc, à partir du moment où je lui ai dit, bah non, moi, c'est super, je suis super contente. C'était enrichissant, machin. Bah, en fait, il était bien. Et en fait, j'en ai fait un plat plus que finalement lui il l'a fait. J'ai l'impression qu'une fois qu'on était prêt à se lancer, on était prêt, on était mûr. Et puis bah le truc c'est que forcément il savait où j'allais, mais c'était beaucoup moins difficile. Alors il savait que j'étais TDS quand on s'est rencontrés. Hein, je lui ai dit avant qu'on se voit en personne, et on s'est mis en couple un an plus tard quand même. Donc on n'a pas été en relation dès qu'on s'est connus. Notamment avec la distance et puis voilà les circonstances, c'était pas un client non plus, donc je l'appelais, pour rigoler, je l'appelais mon client à 100% de rabais. mais voilà, donc on s'est remis en couple, on a eu un parcours un peu sinueux nous-mêmes, on s'est mariés, je me suis remis à faire le TDS, et finalement faire du TDS, c'était pas du tout la même chose que avoir un amant. C'était pas les mêmes enjeux, en fait. Le TDS, d'ailleurs, il y a plein de TDS qui sont pas polyamoureuses, hein, qui seraient complètement contre l'idée que leur copain aille voir d'autres personnes parce qu'elles ont ce travail. Ça va pas forcément de soi. C'est pas dans la même case, en fait. Les relations que j'ai dans le cadre du travail, elles existent dans le cadre d'une transaction, dans un cadre très précis, et elles suscitaient pas elle ramenait pas en général mon mari à des insécurités. Sachant que si je reviens en disant waouh, c'était une super rencontre, le mec il était trop bien, forcément ça pouvait lui susciter des insécurités. Et la crainte que je tombe amoureuse d'un client comme j'aurais pu tomber amoureuse d'un mec que j'ai croisé au marché, ce qui a été le cas avec mon amoureux local avec qui j'ai eu 2 ans de relation à cette époque-là. Que ce soit dans le cadre du travail ou que ce soit au marché ou sur Tinder ou autre, bah après il y a des insécurités qui émanent de ça, mais on a toujours géré directement ces insécurités. C'est un petit peu ma question suivante, de savoir comment ton mari percevait les relations que tu avais, que ce soit poly ou celles dans le cadre professionnel. Donc si je comprends bien, il vit très bien celles dans le cadre professionnel, mais celles de polia, je pense pas qu'ils les prennent pas, mais en tout cas ça suscite un peu d'insécurité. Ouais, je pense que ce serait facile de dire que c'est aussi catégorisé que ça, parce que la réalité c'est que l'amoureux suivant, c'était un ancien client. Donc les choses, oui, les catégories elles sont poreuses. Moi je dis souvent, si j'avais bossé au Starbucks, j'aurais très bien pu tomber amoureux d'un mec à qui je sers du café. Bon, c'est vrai qu'on travaille dans l'intime, mais on tombe pas amoureux de tous ses clients, et en même temps, c'est pas impossible que ce soit le cas. D'ailleurs, plus on est longtemps dans le métier, plus il y a de chances qu'on se case avec un ancien client, parce que les relations tarifées, finalement, sont des cadres dans lesquels on arrive à connaître les personnes, à séduire, et quand on repart dans le milieu gratuit, le cadre est moins satisfaisant, souvent, pour les personnes qui y sont assez longtemps, quoi. Et donc, l'amoureux suivant, parce qu'à un moment j'étais quand même occupée, bah, ça a été un client qui est devenu un très bon ami, hein, même après on a été amoureux un moment. Bon, la relation amoureuse marchait moins bien que finalement la relation amicale, et donc on est passé par plein de cases, client, ami, amoureux, amant, et là c'est ami et client qui après 6 ans, hein, s'est stabilisé comme ça. Mais bon, bref, de façon générale, effectivement, je vais voir des clients, je suis pas tellement en train de baiser. Et je vais voir un amoureux, là, c'est un peu différent. C'est pas l'amoureux, il y avait un peu la question, bon, elle est avec lui plutôt que d'être avec moi, elle pourrait être avec moi en ce moment, donc on est en train de perdre du temps. Il y avait un petit peu ces notions-là. Ou encore, s'il est très différent de moi, peut-être qu'elle va trouver des choses mieux dans sa différence, alors que si on est semblable, c'était moins gênant pour lui, en fait. Donc voilà, c'est des reflets de ses insécurités à lui. Mais le travail, bah, c'était le travail d'abord et avant tout. Après, je trouvais ça un petit peu difficile, et c'est un peu difficile, si la personne a des insécurités liées au travail et qu'on est obligé de dire bah ça va pas bien, ou qu'on n'ait pas trop de plaisir au travail. Et ça, je l'ai entendu récemment dans un podcast, justement, bah, dans un documentaire sonore, une personne qui disait bah, voilà, t'es obligé de gommer les hauts et les bas. Tu peux pas dire que ça va mal parce que la personne va essayer de t'en sortir, te faire quitter le TDS, elle va voir ça comme un signe. Ouais, je comprends. Et tu peux pas dire que ça aille trop bien, parce que là, si ça va trop bien, bah, ça va trop bien sans elle, quoi.
Bah, finalement, est-ce que la solution, c'est pas tout simplement de dire ça à cette personne, de lui dire je te parlerai pas trop du boulot parce que de toute façon, dans les deux cas, je suis perdant. Enfin, pas perdant, mais. Alors, ça peut Je veux être dire. une option, mais ça dépend vraiment des besoins de chacun. Et Ouais. je pense que là, c'est là où le cadre polyamoureux, dans tous les cas, est utile parce qu'on ne prend pas pour acquis les besoins de notre partenaire. On ne prend pas pour acquis que lorsqu'il y a de la jalousie, de l'envie, de l'insécurité, c'est à cause de l'autre. Et donc, on prend sur soi la responsabilité de ses actions. On communique. En fait, ça, c'est, je pense, la richesse avec mon mari, c'est qu'on a toujours mis la communication de l'avant. Bon, on va plus parler que pas assez, en fait. On va tellement parler que limite, on va se saouler à en parler. Mais ça vaut le coup parce que ça évite ensuite, ça va dégonfler le truc, en fait, hein, de remettre à plat. Et moi, j'avais envie aussi que mes partenaires puissent se rencontrer une fois, notamment parce que je sais que, à titre personnel, quand j'ai rencontré le partenaire de mon amoureux, polyamoureuse, voilà, il y a plus longtemps, ça le rendait plus humain. J'avais tendance à imaginer un surhumain pour lequel on me quitterait. Et à partir du moment où j'avais rencontré le partenaire, bah, c'était quelqu'un de normal, en fait. Et je me sentais beaucoup moins vulnérable face à cette personne, quoi. Et donc, moi, j'ai tendance à me dire, bon, bah, mes amoureux peuvent rencontrer mon mari, et c'est OK. Et effectivement, ça a été le cas pour ces deux amoureux-là. Ils ont fini, bah, il y en a un qui est devenu vraiment un ami de la famille, comme je dis. Il nous a aidé à déménager. On le veut la semaine prochaine. Il a adopté un de mes chats que j'avais en famille d'accueil. Bon, bref. Il y a des personnes avec qui c'était plus facile qu'avec d'autres. Il y a des personnes qui rendaient mon mari plus vulnérable que d'autres. Je pense que c'est assez typique des relations polyamoureuses de façon générale. Des fois, Totalement. selon comment ça va dans la relation, comment est-ce qu'on vit l'arrivée d'une autre personne, ça va aussi changer les choses. On est tellement différents, mon mari et moi. On a fait très attention à la façon dont on arrivait à se retrouver. Et on a mis énormément d'attention. On ne prend rien pour acquis. D'ailleurs, on ne parle pas d'anniversaire de mariage. Nous, on parle d'anniversaire de non-divorce. Alors, allez, on n'a toujours pas divorcé. Elle est pas mal, celle-là aussi. On faisait souvent la blague, et on fait encore la blague, hein, de bon, quand est-ce qu'on divorce? Là, à cause du Covid, on a fait chambre à part pour se séparer quand on était malade, pour essayer de dormir mieux et tout. Et là, on raconte au chat qu'en fait, papa et maman vont bientôt divorcer. Bon, bref. On s'amuse beaucoup avec ça, mais parce qu'on prend pas pour acquis le fait qu'on est ensemble. Et je pense que dans la relation monogame, c'est une des difficultés que les gens se disent, bon, voilà, le fait qu'on est ensemble, on est monogame, on le prend pour acquis. Et tout le reste, c'est une trahison. Et là, je caricature, hein, c'est du... Non, je comprends ce que tu veux dire. Le cadre polyamoureux sain demande à ce qu'on ne prenne pas pour acquis et qu'on négocie les aspects de ce qui compose notre relation. Et moi, je suis pas une partisane nécessairement complètement de l'anarchie relationnelle. Voilà, je vois bien avec mon mari, on est mariés. Pendant longtemps, mon titre de séjour était lié à notre mariage. On vit ensemble. Voilà, il y a divers degrés d'engagement, diverses couches d'engagement. Si on était coparents, on est coparents de deux chats. Bon, c'est des engagements qui font que la relation, elle prend une certaine importance. Mais j'ai quand même des éléments de l'anarchie relationnelle où je dis, bon, bah, chacune de mes relations a ses propres termes, a ses propres conventions. Et moi, j'ai la responsabilité d'exprimer, voici mes besoins. J'ai besoin dans cette relation de ça. Et voici mon cadre, dans le sens où mon mari, il est là, il va pas partir. Et je vais pas découcher. Pas pour le moment, en tout cas, parce que l'équilibre émotionnel de mon mari est très très important pour moi, parce que je vis avec de toute façon. Donc, je vais mettre beaucoup de care autour de mon mari pendant les débuts de ma relation avec autrui. Et ça, c'est des conditions que je me dois d'être transparente là-dessus, parce que ça va influer comment ma nouvelle relation se construit. C'est pas non plus, allez, j'ai du primaire et je vais coucher ailleurs, quoi. J'ai pas une relation, la relation avec mon mari, forcément, elle prend de l'espace, mais je la vois pas comme étant supérieure nécessairement aux autres relations que je vais nouer. Oui, je comprends ça. Je fonctionne un petit peu de la même façon à la maison, même si on a eu moins d'opportunités de gérer ça. Et je ne sais pas comment ça se passera le jour où j'aurai quelqu'un qui est vraiment local. Là, elle a 4-5 heures de route et mon épouse qui avait eu des difficultés par le passé, l'a extrêmement bien vécu. Donc, ouais, je suis plutôt content et j'espère que ça sera aussi positif le jour où ça sera plus proche. Je pense que oui, aujourd'hui, j'ai confiance. De toute façon, c'est jamais un fleuve tranquille. Il y aura des moments, je pense. Oui. Hein. Nous, ça a été comme ça. Une fois, ils se sont rencontrés. Alors, celui avec lequel il avait un peu plus de difficultés, donc le premier rencontré sur le marché. Mais ils se sont rencontrés, ils se regardaient en chien de fusil. C'était, mais les mecs, c'est quoi là votre problème? Démonstration de virilité, alors que c'était pas du tout le style des deux personnes. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez pas vous détestez, il n'y a pas de raison en fait. Et là,
il me fait répondre, ouais, bah, il y en a qui se sont mis des pains sur la gueule pour moins que ça. Je dis, mais pourquoi tu voudrais lui mettre un pain sur la gueule? Ça vient d'où, ça? Et on voit que c'était vraiment des réflexes enseignés par les comédies romantiques, par les médias, par la culture de la monogamie, qui dit que tu devrais être enragé quand tu croises celui qui t'a rendu cocu, quoi. Ce qui a aucun sens, en fait, parce que c'est pas ce qui se passe, en fait. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu. Bah non. Mais par contre, on se fait enseigner qu'il faut réagir comme ça, et je pense que de temps en temps, c'est le référentiel que les personnes ont, et d'être mis en compétition. Et du coup, il faut en parler, il faut déconstruire, et de temps en temps, ça veut dire pendant quelques semaines, on va devoir faire attention un petit peu plus à l'autre et explorer comment on se sent. Peut-être aller voir un thérapeute. J'ai l'impression qu'on a un petit peu tout abordé. Je vais passer bientôt aux questions de fin de podcast. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu as l'impression que j'aurais oublié d'évoquer? Alors moi, un truc que j'aimerais bien évoquer viteuf, c'est que le Covid, la crise Covid a, pour moi en tout cas, marqué une transition vers une monogamie accidentelle, où rencontrer des nouvelles personnes devenait compliqué, devenait anxiogène même. Ouais, je suis d'accord. Et on n'est plus dans la crainte de l'IST où on peut mettre un préservatif et voilà, ça passe. Moi, je suis déjà exposée par mon métier et j'avais beaucoup de culpabilité à aller rencontrer des nouvelles personnes et risquer de m'exposer, d'exposer ma clientèle, parfois handicapée, etc. Et donc, je me suis rendu compte que suite au Covid, moi, je me suis beaucoup renfermée. Je suis devenue un peu monogame par défaut pendant un moment. Voilà, j'ai toujours ma meuf au Canada, mais à 2 semaines par an, on est plus polyamoureux, quoi. Mais c'est pas comme c'était avant. En tout cas, j'avais pas la même légèreté pendant toutes ces années et j'ai eu l'impression de dire finalement les gens ils ont eu raison. Je suis devenue sédentaire et je suis devenue monogame. Mais est-ce que c'est vraiment d'une certaine façon, je pense que je dis sur mon Twitter, j'écris que je suis vierge non pratiquante. Et là, j'étais polyamoureuse non pratiquante. Je pense que les mêmes valeurs qui m'animent m'ont fait entretenir la relation avec mon mari, les mêmes valeurs de polyamour, mais tout simplement la recherche de partenaire ne s'est pas faite. L'espace mental entre la douleur, entre le Covid, entre le travail, entre l'achat d'un appartement pour travailler, tout ça, entre le militantisme, il n'y avait plus beaucoup d'espace pour de nouvelles rencontres. Je pense que effectivement, dans les 3 dernières années, j'ai assez peu vécu. Il y avait pas beaucoup de place pour ça. Et tout récemment, j'ai eu un crush, donc c'est ce qui m'a fait te contacter pour être sur le podcast. Non, mais c'est vrai qu'on peut vite avoir un sentiment d'illégitimité quand on n'est pas en relation avec plusieurs personnes, alors que pourtant on sait, d'un point de vue théorique, que le polyamour, ça n'est pas l'obligation d'avoir plusieurs relations, c'en est seulement la possibilité. De la même façon qu'on est hétéro, pour les personnes hétéros, même quand on n'est pas en couple, quoi, ça reste la même chose. Je me souviens, j'avais rencontré très tôt quelqu'un au Canada qui m'a dit oui, on est polyamoureux avec ma femme. C'est juste que depuis qu'elle a eu des jumeaux, on a eu des jumeaux, on est rendu avec 3 gamins, on en a plein les mains, on n'a pas le temps. Le polyamoureux, il se sature, il est polysaturé très rapidement lorsqu'il a beaucoup de choses dans sa vie qui se passent, quoi. Cette négociation du cadre, moi je sais que de toute façon, si je rencontrais quelqu'un, si j'étais célibataire et je rencontrais quelqu'un, il faudrait que je lui dise, voilà, ça, moi c'est non négociable que je ne sois pas monogame. Et pourquoi c'est non négociable? Parce que en fait, si tu me dis que on peut seulement être dans une relation monogame, tu te prépares à ce qu'on rompe. En fait, t'es déjà en train de dire qu'on va devoir se quitter quand on sera amoureux de quelqu'un d'autre. Alors que moi, j'ai pas forcément envie qu'on soit obligé de se quitter parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Et donc ça vient, c'est cette obligation à quitter, c'est la monogamie en série. Tu quittes parce que là, tout soudainement, tu as un sentiment amoureux plus fort pour une nouvelle personne. Tu te dis, c'est forcément parce que j'aime plus la première, donc je vais la quitter. C'est pas la fin de la relation, en fait. C'est un peu bizarre parce que sur les sites de rencontres, tu vois, tu parles à des gens qui ont jamais vu le polyamour, ils se disent ça va, t'as peur de l'engagement, tu veux pas t'engager, Oui, t'es déjà engagé ailleurs. Sinon, moi, ce que je recherche, c'est des gens avec qui je peux être en relation pour un moment, quoi. Là, si je commence un truc avec mon crush, j'ai pas envie que ce soit fini dans 3 semaines, en fait. J'ai envie de vraiment découvrir. Et j'ai dit, moi, en fait, j'aime bien avoir des relations significatives. Je pense qu'on a plus à gagner à se connaître pour vrai, en fait. Et pas juste si c'est couché ailleurs, au moins moi je suis payée pour le faire, donc c'est pas ça que je cherche, forcément. Je veux des relations qui me font grandir, qui me font avancer, et ça se fait en général en ayant vraiment en prenant le temps de développer de l'intimité avec quelqu'un. Est-ce que tu peux me dire ce que t'a apporté la polyamorie dans ta vie?
Ça m'a apporté de la stabilité de connaître le polyamour parce que ça m'a donné un cadre dans lequel je pouvais justement me permettre de développer une relation sans qu'elle réponde à tous mes besoins affectifs. Et donc les enjeux étaient moins forts et ça a permis paradoxalement d'approfondir beaucoup l'intimité. Mon mari, c'est mon exemple, hein, c'est forcément ma relation la plus longue. Et elle n'aurait pas, je pense, été aussi longue, elle n'aurait pas survécu, passer les premiers 6 mois, 1 an, en amour à distance et tout ça, et avec à l'époque, la relation, la qualité qu'on avait dans la relation, n'aurait pas suffi à ce que je continue. Mais là, j'étais pas obligée d'y mettre fin pour vivre autre chose, donc je vivais les autres choses, et j'étais quand même encore dans cette relation qui a pu s'approfondir progressivement, gagner en confiance. Donc je pense que ouais, le polyamour m'a permis d'avoir un univers dans lequel on n'est pas obligé de rompre pour passer pour vivre quelque chose d'autre, et donc qui permettent de dire à long terme, non, cette personne-là est importante pour moi, est significative, et la relation, on peut la vivre jusqu'au bout avec tout le soin qu'on souhaite y mettre. D'accord. Donc maintenant, la dernière question. Est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle de la polyamorie? Alors pour moi, c'est un cadre relationnel dans lequel on accepte qu'il puisse y avoir plusieurs relations avec des composantes amoureuses et sexuelles qui sont vécues en parallèle. Et donc, un cadre dans lequel on mobilise un certain nombre de valeurs, d'honnêteté, de consensualité, de consentement, qui est basé sur la confiance, sur le respect, sur la connaissance de soi, sur l'expression de ses émotions. Je te remercie pour cet échange et je te dis à bientôt. Merci.